Tu sais, parfois je regarde la Lune et réalise combien j'en ignore, comme sa composition ou son origine. Bien sûr, la meilleure façon de résoudre ce problème serait simplement d'aller sur la Lune, mais je ne connais encore personne prêt à m'y envoyer. Alors j'ai fait la chose la plus proche. Cette année, j'ai visité la National Aeronautics and Space Administration pour entrer dans le laboratoire d'échantillons lunaires le plus sécurisé de la Terre, où sont conservées toutes les roches lunaires. Bienvenue, mademoiselle. Vous êtes au laboratoire d'échantillons Apollo, où nous traitons les roches lunaires. C'est la plus grande collection de roches lunaires exposées au monde. Il n'y a littéralement aucun autre endroit où vous pourriez voir d'aussi près autant de la Lune que là où vous êtes en ce moment. Les roches dans cette pièce valent environ 12 milliards de dollars. Et je veux savoir comment ils les ont récupérées, comment ils les stockent et les protègent, et surtout, qu'avons-nous appris en ramenant la Lune sur Terre? Bien que cela ait été l'objectif, nous savions très peu sur notre destination. Nous avions quelques théories sur la formation des cratères et savions qu'elle n'avait pas d'atmosphère, mais c'était tout. Les missions Apollo destinées à atteindre la Lune offraient une grande opportunité de ramener des roches lunaires à étudier. Mais bien sûr, certaines personnes pensaient au pire scénario possible. Et si des microbes extraterrestres revenaient sur Terre en se cachant sur une roche lunaire et contaminaient notre planète? La National Aeronautics and Space Administration a mis en place des protocoles précis pour manipuler les roches lunaires dès leur arrivée. Il existe des protocoles très stricts, appelés protection planétaire. En protection planétaire, on s'en préoccupe dans les deux sens. Ce n'est pas le laboratoire Apollo d'origine. Le laboratoire Apollo d'origine a été construit juste à côté, comme installation de quarantaine, pour conserver les échantillons Apollo au cas où. Ils pensaient la Lune sans vie, mais on ne peut se tromper qu'une fois en ramenant quelque chose. Et tu veux être sûr? Tu veux être sûr? En 1969, Apollo 11 s'est posé sur la Lune. Neil Armstrong et Buzz Aldrin y ont marché. Ils ont passé 2 heures et demie sur la Lune et collecté les premiers échantillons de roches et de sol lunaire. Il était temps de rentrer. Ils ont embarqué dans leur module lunaire, sont revenus sur Terre et ont améri dans l'océan. Les 3 astronautes et leurs roches lunaires ont été placés en quarantaine 21 jours à Houston, où je me suis rendu. La National Aeronautics and Space Administration a aussi fait remplir un formulaire de douane à l'équipage à leur arrivée à Hawaï après l'amérissage. Ils ont déclaré les roches et poussières lunaires comme bagages, précisant être partis de la Lune pour Honolulu. Donc, en fait, la première étape lorsqu'ils ont atterri dans l'océan était de sortir les astronautes. La deuxième étape était de récupérer les échantillons. Ils ont récupéré le vaisseau, l'ont ramené au porte-avions et extrait aussitôt les échantillons. Est-ce qu'ils se sont mis en sac, à bord? Oui. Et donc, mais à bord, pas ça, ils ont été collectés. Ils ont été ramassés sur la Lune dans des sacs en téflon pour la plupart. Et ils étaient simplement enroulés presque comme un biscuit ou une chips, puis scellés. Et puis, certains d'entre eux ont été placés dans ce que nous appelons des boîtes à roches, qui étaient des boîtes métalliques rigides avec plusieurs systèmes de joints sous vide. À leur arrivée dans la quarantaine, les techniciens en combinaison de protection ont ouvert les échantillons de roches et tenté de les conserver dans de grandes chambres à vide pour reproduire l'environnement lunaire. Ils les ont aussi testés sur des animaux pour vérifier tout danger ou présence de microbes extraterrestres. Des souris ont reçu du sol lunaire, des cafards ont mangé de la poussière de Lune et ils en ont mis dans des aquariums. Heureusement, rien d'extraterrestre n'a poussé et aucun des animaux n'est même tombé malade. Les cafards ont prospéré avec un régime de poussière lunaire. Les échantillons ont pu être étudiés. Ils ont vite réalisé que l'utilisation de ces grandes chambres à vide était très difficile. Ils conservent donc les échantillons dans des boîtes à gants remplies d'azote et continuent ainsi aujourd'hui. Donc, ce que nous avons ici, ce sont les différentes enceintes de traitement où nous travaillons sur les échantillons d'Apollo provenant des différentes missions. Entre 1969 et 1972, 6 missions ont atterri sur la Lune et collecté 302 kilolits de roches. La moitié des échantillons Apollo a été rapportée par Apollo 16 et Dix-7. Nous avons été prudents dans leur utilisation. Il reste environ 83% de la masse d'origine à étudier. Nous stockons ici près de 70% des échantillons. Oui. Et puis, nous avons un endroit secret hors site, à White Sands. L'endroit exact à White Sands est un secret. Le fait qu'il soit à White Sands n'est pas un secret, mais nous y stockons environ 15%. Et puis les autres 15% sont soit avec. Les scientifiques ont été impliqués dans le processus d'analyse. Ils sont dans des musées, donc c'est à peu près 70, 15 et 15%. Ils avaient toutes les roches lunaires et pouvaient enfin commencer la vraie science. Étonnamment, on ignorait alors beaucoup de choses simples sur la Lune. Quand on regarde la Lune, on peut voir ces zones blanches brillantes et ces grandes taches sombres.
Mais pourquoi est-ce qu'elle ressemble à ça? Avant Apollo, on observait la Lune au télescope et théorisait sur l'origine des taches sombres. Le premier à l'avoir fait était Galilée. Après avoir perfectionné son télescope, il l'a dirigé vers le cosmos pour la première fois de l'histoire. Bien sûr, en commençant par la Lune, il a remarqué des cratères, des sillons et des montagnes. À l'époque, on pensait que la Lune était une surface parfaitement lisse, contrairement à la Terre. Il s'est aussi demandé quelles sont ces taches sombres et ces hauts de terre brillantes. J'ai même son croquis, original de la Lune, tatoué sur le bras. Avant d'aller sur la Lune, on pensait déjà que les zones sombres étaient des basaltes, de la roche en fusion refroidie rapidement. Mais ils ne savaient pas ce qu'était toute cette matière blanche. Quand les astronautes d'Apollo ont rapporté des échantillons de roches, les scientifiques ont fait une découverte majeure. Les roches brillants sombres étaient des basaltes avec de petites bulles dues au gaz volcanique. Mais les roches blanches et brillantes des hauts de terre lunaires étaient en fait un type particulier appelé noritoïde. En gros, personne ne s'y attendait, et cela a tout changé. Un noritoïde est composé d'un matériau moins dense que le magma normal, ce qui signifie que, comme la glace dans l'eau, il flotte à la surface. Un scientifique, John Wood, eut alors une idée brillante. Et si la Lune n'avait été qu'une énorme boule de magma autrefois? Un monde océan de magma. Cela expliquerait pourquoi la Lune semble être recouverte partout de cette croûte blanche d'anorthosite. Si ce n'était qu'un grand océan de magma, alors les roches blanches flotteraient à la surface. Et avec le temps, à mesure que la Lune refroidit, elle formerait une belle croûte brillante de 50 km d'épaisseur. Pendant des milliards d'années, la Lune subirait des impacts de météorites et la lave jaillirait encore à travers la croûte, formant les vastes cratères et bassins que Galilée a vus sur la Lune. Ils voulaient en folie confirmer cette idée, alors ils avaient besoin de dater l'un de ces rochers blancs. Ils ont formé les astronautes d'Apollo 15 à chercher spécifiquement des rochers blancs. Alors effectivement, ils ont rapporté un énorme morceau de 260 grammes d'anorthosite, la fameuse roche de la Genèse. Ils ont daté ces roches à 4,4 milliards d'années, aussi vieilles que la Terre, une croûte primordiale. Et c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre si l'hypothèse de l'océan de magma était correcte. Allons examiner des roches lunaires. D'accord. Donc cela a laissé une grande question. Comment fait-on pour faire fondre toute la Lune en un océan de magma? Il fallait une source de chaleur immense et rapide, une boule colossale de chaleur de taille planétaire. La réponse? Eh bien, et si on frappait simplement la Terre avec une autre planète? L'hypothèse de l'impact géant. Nous pensons que la Lune s'est formée après qu'un objet, peut-être gros comme Mars, ait percuté la Terre et que les débris ont créé la Lune. L'énergie était telle qu'elle aurait pu faire fondre la Lune, la transformant en un océan de magma au lieu d'un corps solide. Les scientifiques ont sérieusement étudié cette idée et toutes les preuves allaient dans ce sens. Les roches rapportées par Apollo ont révélé la formation de la Lune. Dans les dernières étapes de la formation de la Terre, une protoplanète de la taille de Mars, nommée Theia, est entrée en collision avec notre jeune Terre. La collision a immédiatement vaporisé et fait fondre d'énormes quantités de roches. La Terre se retrouve entourée par cet anneau de magma et grâce à la gravité, il commence à se rassembler. Notre lune de magma est dînée. À ce moment, la croûte brillante d'un orthosite commence à flotter en surface. C'est ainsi que la Lune s'est formée, ce que nous avons compris grâce aux roches lunaires d'Apollo. Avant que la National Aeronautics and Space Administration ne m'autorise à accéder au coffre-fort top secret, j'ai demandé s'il y avait des anecdotes amusantes ou intéressantes sur le retour des roches lunaires. Ils ne m'ont pas déçu. Cette roche, surnommée ceinture de sécurité, a une histoire amusante sans lien avec la géologie. Voilà ce qui arrive quand les astronautes mentent au contrôle. Sur cette mission, ils avaient le rover, plus de mobilité que d'oxygène. Donc, ils avaient des règles strictes sur la distance à laquelle ils pouvaient s'éloigner du module lunaire en rover et pouvoir revenir à pied si le rover tombait en panne. C'était très basique. Ils étaient en retard et l'astronaute responsable, Dave Scott, a vu l'échantillon et le voulait. Il savait que s'il demandait à s'arrêter pour la géologie, on refuserait. Il a prétexté que sa ceinture s'était détachée et qu'il devait s'arrêter pour la remettre. Laissez-moi remettre ma ceinture de sécurité. Parce que son complice là-bas, Jim Irwin, l'autre astronaute qui avait la caméra sur lui, a un peu pointé la caméra par ici, un peu au hasard. Et puis il a commencé à parler et pendant 90 secondes, il a parlé simplement des choses comme les cratères qu'il voyait et les rochers. Juste sans raison? Juste pour distraire la National Aeronautics and Space Administration pendant que Dave Scott prélevait l'échantillon sans rien dire avant leur retour. Et tout à coup, ils se sont dit « Pourquoi avons-nous une roche en plus ?» Et ils ont dit « Oh, c'est une histoire marrante. » Donc, voilà des histoires que je ne suis probablement pas censé raconter, mais bon, tant pis. J'ai aussi demandé si les astronautes étaient vraiment allergiques à la poussière lunaire, car je l'avais déjà lu.
Ils ont eu le rhume des foins lunaires pensant que c'était seulement dû à la respiration. Ah oui, c'est comme respirer de la poudre très fine. Je veux dire, ce n'est pas bon pour la santé. Les échantillons d'Apollo ressemblent à du verre et seraient dangereux à respirer sur la durée. Sur quelques jours, c'est comparable à un incendie de forêt ou une éruption volcanique. Je voulais évidemment connaître la roche lunaire préférée de mon guide. Mon échantillon préféré, il y en a un d'Apollo 17 appelé 76535. Nous ne l'avons pas exposé, c'est le seul troctolite qui est revenu de la Lune. Et c'est en fait l'une des seules jolies roches qui sont revenues de la Lune. Autant j'aime les roches lunaires, elles sont toutes grises, blanches ou brunes, ou un peu, vous savez, elles ne sont pas très colorées ni jolies. Maintenant, enfin, il était temps d'entrer dans la pièce la plus sécurisée de la National Aeronautics and Space Administration, le coffre-fort, où sont entreposées les roches lunaires. Le but du coffre-fort est de garder l'échantillon en sécurité pour toujours, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de ses portes. Il est conçu pour résister à un ouragan de catégorie 4, soit des vents dépassant 250 km/h. Quand nous sommes allés ouvrir la porte du coffre-fort, ils m'ont demandé si je voulais avoir l'honneur de le faire. Ce serait impoli de refuser. Alors, tu veux l'ouvrir? Peut-être, ce serait bien. Si possible, ce serait bien. D'accord. Tourne la roue principale dans le sens anti-horaire, elle n'ira pas aussi loin que tu crois. D'accord. Oui, vas-y. Voilà. Pose ton pied et utilise ton poids pour donner un petit coup. Cool, c'est prêt. Ouvre vraiment bien, tire encore une fois. Tu t'installes. Ouais, 9 tonnes. Ça prend du temps, tu sais. Pour la faire bouger. Ouais, Et puis une fois qu'elle bouge, ouais, c'est bien bonne charnière. c'est très fluide. Donc maintenant, tu es dans la chambre forte des échantillons. Apollo, wow, c'est la partie la plus propre du laboratoire. Et donc, la raison pour laquelle on ne commence pas ici, c'est que même si c'est vraiment impressionnant, parce que c'est ici que 70% des roches lunaires se trouvent sur Terre, tu ne peux en fait voir aucune des roches lunaires ici, vraiment, parce qu'elles sont toutes cachées. Comme dans le laboratoire principal, on les stocke simplement dans ces boîtes à gants en inox purgées à l'azote. Tout dépend de l'inventaire. À l'origine, les 382 kg de roches correspondaient à 2200 échantillons numérotés. J'ai 1285 échantillons lunaires, numérotés individuellement, et nous devons suivre leur emplacement. L'air à l'intérieur de la chambre forte est ultra filtré pour être extrêmement propre. Et il était même maintenu à une pression plus élevée que celle de l'extérieur. Ainsi, toute fuite pousse l'air vers l'extérieur au lieu de l'aspirer à l'intérieur. Les roches sont stockées dans des boîtes à gants hermétiques remplies d'azote pur. Voici donc l'armoire d'Apollo 15, l'une d'entre elles, et tout ce qui se trouve ici provient de la mission Apollo 15. Pour sécuriser les échantillons, nous les stockons dans des bacs en acier inoxydable, la plupart étant scellés car inventoriés. Et donc, ceux-ci sont pratiquement inviolables. Ainsi, nous savons si quelqu'un est venu ici alors qu'il n'était pas censé le faire. Voici les différents types de contenants que nous utilisons. Et donc, tous les échantillons reçoivent 3 types de contenants autour d'eux. Donc, dans ce cas, vous avez un contenant en acier inoxydable avec un couvercle en téflon puis 2 sacs en téflon. Donc, c'est contenu 3 fois. Il ne touche les roches lunaires qu'avec des matériaux très spécifiques. Acier inoxydable, aluminium ou téflon. Jamais rien d'autre. Avant de quitter le centre spatial Johnson, j'ai demandé comment les choses changeraient à l'ère Artemis. Si vous ne le saviez pas, la National Aeronautics and Space Administration retourne sur la Lune et cela va arriver très bientôt. Je ferai des vidéos à ce sujet, alors abonnez-vous. En avril, la National Aeronautics and Space Administration lancera la mission Artemis 1U avec 4 astronautes autour de la Lune pour tester la nouvelle fusée et le vaisseau Orion. Il prévoit de créer une base lunaire permanente où des astronautes travailleront, comme sur la Station spatiale internationale. Quels nouveaux matériaux espère-t-il trouver sur la Lune? Puisque cette fois, au lieu d'aller sur la face visible de la Lune, on voit qu'il se dirige vers le pôle sud lunaire. Les 2 choses les plus importantes au pôle sud qui vont probablement être différentes sont, vous savez, il y a les éléments volatiles au pôle sud. Nous n'atterrissons pas directement où les fortes concentrations de volatiles sont supposées, mais même à proximité. Cela nous donnera une bonne idée de ce qu'est le contexte là-bas par rapport à l'équateur. Nous commencerons à dresser le tableau de la quantité d'eau et d'autres volatiles au pôle sud. C'est l'essentiel. Le pôle sud lunaire est très différent des sites d'atterrissage des missions Apollo. La lumière du soleil effleure la surface, tandis que certains cratères restent enfouis dans l'ombre permanente, la nuit éternelle. Les scientifiques penseront que nous découvrirons de la glace et des substances volatiles dans ces cratères non froids, ce que les missions Apollo n'ont jamais pu explorer. Cette glace est une capsule temporelle à étudier. Elle est restée là, dans ces cratères,
gelés et inchangés pendant des milliards d'années, parfaitement préservés. Imaginez ce que nous découvririons en l'étudiant. On ignore toujours comment eau et composés organiques sont venus sur Terre et la Lune. Cela pourrait nous aider à résoudre ce problème. Honnêtement, il y a encore tellement de choses que nous ignorons sur la Lune. Par exemple, pourquoi la face visible et la face cachée de la Lune sont-elles si différentes? Une chose est sûre, cependant. Dans la prochaine décennie, nous percerons le mystère de notre place dans l'univers en établissant une présence permanente sur la Lune. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont découvrir.